Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon top film 2021, c'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque année. Ma chaîne écran noir évidemment est totalement morte, je ne fais quasiment plus rien dessus parce que j'ai pas le temps, je suis actuellement sur d'autres projets de jeux de rôle qui me demandent beaucoup plus d'investissement. Je vous mettrai le lien là si vous voulez voir mes séries de jeux de rôle, mes one-shots d'épouvante qui sont mis en scène comme des vrais films. Mais chaque année en tout cas c'est toujours un plaisir, c'est un truc que je vais garder je pense pendant très longtemps parce que moi ça me fait un très bon souvenir et ça me fait toujours plaisir de pouvoir en discuter avec plein de monde et avec vous notamment. Je fais mes tops et mes flops films de l'année. Donc c'est toujours une série qui est totalement arbitraire parce que pourquoi 10 films, voilà, mais c'est un truc que je m'impose et c'est un truc que je fais régulièrement. Alors des fois on a des années avec des très bons films, des fois on a des années avec bien moins de bons films, voilà, ben c'est le jeu, c'est comme ça. Je vous rassure, cette année pour le coup ça a été une excellente année de films et notamment également de séries, je vais en parler un petit peu avant parce qu'il y a tellement de séries incroyables qui sortent en ce moment que vraiment je trouve que le niveau des séries est bien au-dessus de celui des films en ce moment. Mais j'ai quand même réussi à faire un très bon top et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans mon top film 2021. Let's go! Commençons tout de suite avec les séries incroyables qui sont sorties cette année, de celle qui m'a peut-être le moins marqué à celle qui m'a le plus marqué. J'ai découvert pas mal de séries asiatiques que j'ai trouvé vraiment excellentes, notamment Hellbound qui a un concept complètement dingo. C'est le monde dans lequel nous vivons mais il y a des gens qui ont des apparitions d'espèces de démons qui leur disent qu'ils sont condamnés à l'enfer et 3 jours plus tard ou 5 ans plus tard quand la prédiction se réalise, il y a des espèces d'énormes monstres qui débarquent sur Terre pour les tabasser, qui les tuent devant tout le monde et qui les amènent en enfer. Alors vraiment c'est un constat de départ un peu what the fuck, mais en fait la série parle pas du tout de ça. C'est presque un peu une excuse, un peu comme je trouve le scénario de The Leftovers. On a une situation de base fantastique assez incroyable, mais en fait c'est plus une excuse pour parler de la famille, de la dérive de la religion, des dérives voilà, d'internet, de la communication, des médias et tout ça. C'est vachement intéressant, voilà, j'ai trouvé que la série était très bien foutue. Il y a des partis pris assez radicaux en plein milieu de la série qui changent tout, la fin est très intéressante, voilà, je vous la conseille, je trouve que c'est une série qui pose plein de questions intéressantes. C'est très bien joué, c'est bien foutu, c'est prenant, voilà, c'est assez étonnant. Hellbound. Également en série que j'ai découvert mais qui est sortie l'année dernière mais j'ai découvert cette année donc je la mets en 2021, c'est Alice in Borderlands. C'est une série complètement what the fuck qui est adaptée d'un manga où c'est des gens qui se retrouvent projetés dans un espèce d'univers parallèle où tout le monde a disparu. D'ailleurs il y a une scène assez incroyable où ils sont à Shinjuku, donc le quartier assez emblématique de Tokyo, où c'est un plan séquence et on suit les personnages à travers la foule immense. Ils vont dans un souterrain et ils vont se cacher dans les toilettes. Et toujours en plan séquence, ça ne coupe jamais. Et quand il sort des toilettes, Shinjuku est totalement déserté. Donc ça a été fait en réel et je pense qu'ils se sont vraiment bien marrés à le faire. En fait, tu fais disparaître des milliers de personnes quoi. Donc voilà, le concept est hyper cool. Et en fait, c'est la première fois, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ça, que j'ai ressenti l'ambiance d'un manga dans une série. Alors que le manga a tout pour être what the fuck et pour paraître un petit peu bizarre quand tu passes du manga à la série en live action. Mais là pour le coup je trouve que ça a marché vraiment bien et j'ai vraiment retrouvé des sensations que je retrouvais quand je lisais des mangas un peu what the fuck. Ça se tient très bien, c'est bien foutu, tu sens qu'il y a du budget, les personnages sont intéressants et creusés, il y a du suspense, chaque nouvelle épreuve qu'on leur fait subir est vachement intéressante. Donc voilà, je vous conseille Alice in Borderlands, je crois que la suite devrait sortir en 2022. Il y a la première partie de la deuxième saison de Love, Death and Robots qui est sortie. Ils ont sorti qu'une partie parce qu'évidemment ça prend du temps à réaliser tous ces courts-métrages. Elle est un petit peu en dessous au niveau de la qualité globale de la première saison. Après il y a quand même 2 ou 3 cours qui m'ont vraiment marqué. Celui qui m'a le plus marqué évidemment c'est une espèce de délire futuriste dans lequel il y a des chasseurs de primes qui doivent traquer et tuer les enfants parce qu'il y a tellement de monde et tellement de surpopulation que voilà, c'est devenu illégal d'avoir un enfant. Et donc en très peu de temps on te raconte une belle histoire. C'est bien amené, c'est bien foutu, on s'attache au personnage, c'est hyper beau, c'est hyper bien réalisé. Ouais, si vous connaissez pas Love, Death and Robots, c'est une anthologie de plein de courts-métrages d'anticipation, de science-fiction, de différentes qualités, mais vraiment dans la première saison il y avait des trucs incroyables. Dans cette saison 2 aussi, voilà, j'attends évidemment avec impatience la suite de la deuxième saison. Je pense qu'il y aura quelques petites pépites de ci de là qui valent vraiment le coup d'être vu. Très bonne surprise, alors vraiment je ne suis absolument pas du tout un fan de Marvel, vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, et vraiment j'ai été extrêmement agréablement surpris par WandaVision, la série ou le film le plus créatif que j'ai vu dans le MCU, dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà, c'est chaque épisode a une nouvelle idée, un nouveau concept. En fait on suit la vie d'une famille entre guillemets comme si c'était un show de télévision, et en fait chaque épisode c'est un clin d'œil à un style un peu qu'il y a pu avoir dans les différents shows télé américains, voilà, avec les rires ajoutés, et on voit tout ça évoluer. C'est très mignon parce qu'au début quand c'est encore en noir et blanc, plus effets spéciaux, on
voit encore les fils par exemple qui font voler les assiettes et tout ça. Enfin vraiment je trouve que chaque épisode a son point de vue, sa création, son générique qui est inspiré d'une série par exemple comme Malcolm ou enfin bref. À chaque fois c'est hyper bien vu et en même temps c'est très drôle et ça je dois dire que l'humour Marvel me fait rarement rire, mais comme là souvent c'est de l'humour mise en scène, c'est la mise en scène qui est drôle et c'est ce côté un peu gaguesque de voir ces personnages qu'on connaît dans une situation un petit peu étrange ou en train de jouer un peu à la famille américaine parfaite. Voilà, c'est ça qui est drôle et en même temps la série joue vachement bien là-dessus. On sent qu'il y a un truc bizarre derrière. On sent que ce qu'on regarde c'est pas normal, c'est pas ce à quoi on est habitué avec ces personnages. Et il y a un truc bizarre et tu te demandes est-ce que vraiment c'est juste un peu une série pastiche de personnages qu'on connaît déjà ou est-ce qu'il y a un petit truc un peu plus insidieux, un peu glauque. Et dans chaque épisode à un moment, il y a un truc qui part un peu en couille. Dans cet univers de télévision américaine qu'on vient de créer, il y a un truc qui va pas, un truc un peu bizarre. Et chaque fois t'es un peu en mode bah, il y a un truc chelou là et tu sens qu'il y a un truc sous-jacent qui pèse un peu et je trouve que la fin de la série même si ça revient à un truc un petit peu plus marvelisant, je trouve que voilà le dilemme des personnages sont hyper intéressants, tu te mets totalement dans l'esprit de ces personnes et le retournement de situation à la moitié de la série est vraiment super quoi. Tu te dis, ah ouais, ok, ça te met un coup de froid, ça te jette un seau d'eau à la gueule, et t'es en mode, ah waouh, ça va être stylé, let's go! Donc voilà, bah, j'aimerais bien que Marvel fasse plus de trucs comme ça, plus de trucs créatifs. C'est pas juste, oh, ils se sont tapés un délire. Non, je pense que tu peux vraiment avoir des vraies propositions et des vraies idées de mise en scène et de choses comme ça, qui seront vachement plus intéressantes pour le MCU, quoi. Mais bon, on en parlera dans le flop du MCU, voilà. Spoiler alert. Incroyable, tout le monde en parlait. Regarde Arcane. Arcane, c'est une série d'animation qui est basée sur l'histoire et le lore de League of Legends, le jeu vidéo. Donc c'est un jeu vidéo où c'est deux armées de héros qui se fracassent, voilà. En partant de ce lore qui apparemment est très dense, le lore de League of Legends au-delà du jeu est très très dense, ils se sont dit vas-y on va faire une série. Alors déjà qui est vraiment mais magnifique. Il y a des bastons là-dedans, il y a des effets visuels, le générique est très impressionnant. Déjà juste la première scène, tu sens que ouais, enfin il y a du budget quoi. Et les deux premiers épisodes sont pas très intéressants, quoique un peu, enfin très classiques. C'est dès le troisième épisode je crois. Il y a vraiment une rupture de ton, il y a vraiment un changement total de l'histoire, un espèce de basculement, donc quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus intéressant. Et c'est un truc que j'adore dans les scénarios, c'est quand la petite histoire des personnages rejoint la grande histoire du monde et ils se retrouvent mêlés dans plein d'enjeux politiques. Chaque personnage a vraiment des enjeux qui lui sont propres et des conflits moraux. Chaque personnage est parfaitement développé. Ça je pense c'est une des grosses réussites de la série, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnages secondaires, ou en tout cas tous les personnages secondaires, même à un moment il y a un officier qui a un petit rôle, mais il a une histoire qui est creusée, il a une histoire qui est aboutie, il a un développement narratif qui est terminé. Et ça je pense c'est l'effet du jeu vidéo où chaque personnage avait un lore particulier, une histoire particulière qui lui était importante et propre. Et ben ça a permis de créer dans la série des personnages absolument passionnants, creusés, profonds, et c'est ultra prenant, c'est ultra beau. Après moi tout le monde disait ouais j'ai pleuré, bon voilà, je suis peut-être devenu une horrible créature terrible et insensible. Les scènes de combat sont super bien montées et assez intenses, mais je me souviens ce qui m'a marqué moi c'est le scénario quoi. Il y a des dilemmes de personnages, des trucs que j'aime bien dans Game of Thrones quoi. C'est pas parce que t'es gentil et que t'as envie de faire le bien que tu vas toujours réussir à faire le bien, et voilà, enfin c'est très con hein, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien donc, voilà, on parle de trucs matures, pas de trucs futiles et tout ça. Top. Arcane, incroyable, franchement trop hâte de voir la fin. Alors ils ont mis 6 ans à la faire, donc je sais pas si on aura une autre saison, une autre série. Alors moi j'aimerais bien carrément qu'ils changent carrément tous les personnages, qu'ils partent dans un autre endroit, qu'après ils les fassent se rejoindre. Voilà, je pense qu'il y a énormément de possibilités. Faut qu'on donne du budget à ces gens et qu'ils produisent la série en mars quoi, voilà. Également, putain j'ai même pas commencé le top, faut que je sois plus rapide. Fondation, c'est mes livres de science-fiction préférés qui ont été adaptés, évidemment ils ont été remis au goût du jour, ils ont été disons un peu contemporanisés. Je sens qu'il y a un budget incroyable dans cette série. Fondation, je vous explique très rapidement ce que c'est. Dans les bouquins en fait c'est un homme qui a inventé la psychohistoire qui permet de prédire quelque part l'avenir, enfin ça prédit pas l'avenir, mais en fait il y a tellement de milliards d'êtres humains qui ont colonisé la galaxie que l'individu ne compte plus et en fait on arrive à prédire ce qui va se passer dans le groupe en fait. Donc voilà, l'individu ne compte plus et donc en fait cet homme arrive avec cette psychohistoire à déterminer que l'Empire va s'effondrer et il va créer la Fondation pour empêcher 10 000 ans de barbarie et il va essayer de les contenir en seulement 300 ans ou 1000 ans de barbarie, je crois c'est un truc comme ça. Voilà. La chute de l'Empire est inéluctable et en fait le bouquin fait des sauts dans le temps avec à chaque fois tu suis un personnage et tu pars ensuite 100 ans après, ce personnage est mort, c'est devenu
un petit peu une légende, voilà, donc c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que le casting va se renouveler un petit peu à chaque saison. Là avec la première saison, ils ont fait la première moitié, je vais y arriver, du premier bouquin, et il y a 3 bouquins, donc il y a moyen de faire je pense 6 saisons. La série prend vachement plus le temps que le bouquin, parce qu'elle ne fait pas d'ellipse narrative en fait, le bouquin des fois il saute de 20 ans alors que la série va te montrer tout ce qui s'est passé. C'était un choix un peu risqué, mais je trouve que ce qu'il propose et ce qu'il montre en plus est vachement intéressant pour le coup, en plus du bouquin. Enfin, ça m'a permis moi-même de redécouvrir un peu Fondation et de me dire ah bah je vois des nouveaux trucs, je vois des personnages qui sont plus creusés, tout ça, donc de ce côté là c'est vachement bien. Le budget est ouf, ça joue super bien, il y a toujours les enjeux, à chaque fois tu vas te chier dessus, tu vas te dire mais est-ce que la Fondation peut empêcher cette catastrophe, est-ce que c'est possible ou pas, ça joue toujours sur tes attentes, tout ça, c'est vachement bien foutu. Et Fondation c'est surtout des dialogues extrêmement bien écrits. Faut vous imaginer 2 personnes dans un vaisseau spatial qui sont assis à un bureau et qui vont débattre et qui vont définir ce qui va se passer dans le reste de l'univers. C'est des dialogues incroyables avec des punchlines incroyables, avec plein d'enjeux. Donc voilà, c'est hyper intéressant, la série est hyper intéressante, il y a des très bonnes scènes, je vous la conseille évidemment. Et ensuite mes 2 séries préférées de l'année, au tout début de l'année j'ai découvert Making a Murderer, c'est une série documentaire mais absolument hallucinante. Vous allez suivre l'histoire d'un homme qui a été condamné à tort à 18 ans de prison, et il sort de prison et il est recondamné pour une autre histoire hardcore de meurtre. Et en fait tout le documentaire te montre à quel point en fait la police est totalement corrompue et que il se fait punir seulement parce que c'est un espèce de pecno redneck qui vit dans une caravane au fin fond d'une décharge de voiture. C'est absolument passionnant, c'est à dire qu'au début t'as vraiment ton esprit critique de te dire oui non mais il est quand même peut-être coupable et tout ça, et en fait la série te montre oui mais regardez il y a ça, oui mais regardez il y a ça, et ça devient de plus en plus puant, et c'est vraiment t'as l'impression d'avoir mis la main dans un truc où tu te dis mais en fait mais tout le monde est corrompu, c'est pas possible quoi. Et il y a 2 saisons, les prochaines saisons sortiront je pense dans bien longtemps parce que la vie de ce monsieur est encore en cours, mais ouais t'as vraiment l'impression de regarder un vrai thriller quoi. C'est passionnant et puis c'est terrifiant en même temps de dire que c'est vrai, ça te fait poser beaucoup de questions voilà sur le système judiciaire américain, sur plein de choses, et puis voilà ça a des vibes un peu de thriller à la David Fincher et trucs comme ça, enfin c'est trop bien quoi, c'est énorme. Je l'ai binge-watché mais je ne pouvais plus m'arrêter, tous les personnages sont très attachants, voilà, assez touchants et tout ça, et passionnant. Voilà, Making a Murderer, si vous ne connaissez pas, c'est une des meilleures séries documentaires que j'ai vues, une des plus palpitantes que je connaisse de ma vie. Dernière série que moi j'ai adoré et que j'ai découvert cette année, c'est Formula One. Écoutez-moi bien, je n'en avais rien à foutre de la Formule 1, je trouvais ça chiant à mourir de regarder ça, je trouve ça hyper répétitif, en plus j'étais en mode bah, ça pollue, c'est de la merde, je n'y connaissais rien. J'ai commencé à regarder et c'est une des séries les plus palpitantes, les plus incroyables que j'ai vu de ma vie. On te montre en fait tous les conflits qu'il peut y avoir entre les différentes écuries de Formule 1, à quel point il y a une compétition entre les coureurs eux-mêmes. Parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a plein d'équipes de foot dans le monde, mais en Formule 1, il n'y a que 20 conducteurs. Et du coup, il y a une compétition, mais de malades, ils sont tous barges et obsédés par la compétition. En même temps, c'est tous des performeurs incroyables. Là, ils sont tellement en compète, ils sont prêts à péter en 2 secondes la voiture de leur coéquipier, et donc ils explosent des voitures à des millions de dollars juste parce que voilà ils ont envie d'être le premier, ils ont pas envie de se laisser faire, se laisser dépasser. Mais c'est passionnant, tu vois vraiment ce qu'il y a derrière le rideau en fait, les conflits entre les différentes entreprises qui se vendent ils se vendent des moteurs en fait qui sont pas les bons, qui marchent pas, voilà tous les conflits. Ah ouais tu m'as fait ça dans le dos, et ben moi je vais racheter ton pilote pour la saison prochaine. Moi je suis totalement pro Max Verstappen, j'essaie pas trop me renseigner sur ce qui se passe en ce moment dans la F1 parce que justement je me suis dit je vais découvrir ça avec la série, ça va être trop cool. Bon je me suis fait spoiler évidemment, mais je trouve que Verstappen il est complètement possédé par le démon quoi. Il y a Hamilton, c'est genre le bon gars, il est beau, il est fort, il est imbattable, il est incroyable, oui, mais il est trop gentil quoi. Donc c'est Sangoku et Vegeta, voilà, moi je suis pro Vegeta, moi je pense que Max Verstappen c'est un mec qui a faim, il est pas là pour la déconne, il est là pour tout péter, enfin c'est un monstre quoi. C'est vraiment des gars, c'est au-delà de savoir conduire une bagnole, ils sont possédés quoi, enfin voilà, trop, mais passionnant vraiment, même si vraiment vous avez une détestation pour la Formule 1, je vous invite vraiment à regarder ça. C'est absolument exceptionnel. C'est des courses avec des gros enjeux financiers, puis de temps en temps, ils vont tellement vite que t'as un mec qui meurt quoi, voilà. Et t'es en mode ah ouais en fait les gars font un des sports les plus dangereux du monde, ils sont tous malades là-dedans, tous malades, t'as un espèce de degré de compétition mais juste incroyable. Incroyable. Voilà, c'était mes séries préférées de cette année. Vous avez vu, il y avait un gros paquet. J'enchaîne vite, on n'a pas le temps, la vidéo va être super longue. J'enchaîne sur mon fameux top 10 des films préférés de 2021. Évidemment, le premier, celui que j'ai préféré. Évidemment, le 10e, celui que j'ai le moins aimé, même si je les ai tous beaucoup aimés. Vous allez voir, ils sont tous
Super. Numéro 10, c'est un documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'aime bien les histoires un petit peu sombres et intrigantes. Ça s'appelle Three Identical Strangers. J'ai même pas envie de vous dire de quoi ça parle parce que je trouve que la découverte de cette histoire assez incroyable fait partie du plaisir du documentaire. Bon après le titre vous en dit déjà un petit peu sur cette affaire. Après voilà, moi j'aurais bien aimé ne pas être spoilé et découvrir le truc direct. C'est une histoire, vous vous dites non mais il y a une chance sur 300 millions que ça arrive quoi. Et donc c'est super marrant, c'est hyper cool, hyper drôle. Voilà, t'as vraiment un truc de dire waouh mais c'est incroyable ce qui t'est arrivé à ces 3 personnes quoi. Et petit à petit, d'un coup, tu commences à te dire, et en même temps le film te le dit également, tu commences à te dire ouais mais c'est trop beau pour être vrai en fait. Et derrière chaque histoire vraiment très belle et trop incroyable pour être vrai, tu te poses la question, est-ce que vraiment cette histoire est vraie? Est-ce que il n'y a pas quelque chose de bizarre? Et petit à petit, le documentaire s'enfonce dans quelque chose de plus sombre, de plus inquiétant, et tu te dis oulala, dans quoi j'ai mis la main, et tu te retrouves embarqué dans ce truc-là. C'est très glauque, voilà, c'est une histoire très sombre. Et du coup, je trouve que le changement, le passage de trucs, quelque chose d'assez incroyable, quelque chose d'assez sombre, voilà, est assez intéressant. C'est plutôt bien mis en scène. C'est pas un documentaire non plus exceptionnel, mais je trouve que l'histoire est assez intéressante dans sa progression pour l'avoir mis en numéro 10. Numéro 9. Numéro 9, c'est un film totalement badant. Ça s'appelle Sound of Metal. C'est l'histoire d'un batteur dans un groupe, enfin ils sont un duo de métal qui d'un coup perd l'audition. Il n'entend plus et en fait donc tu vas suivre la vie de cet homme qui va essayer de faire des opérations pour retrouver l'audition, enfin en tout cas qui devient sourd, voilà, et c'est un film sur le deuil. Moi en plus j'ai un acouphène là depuis un an, un petit, un très léger dans l'oreille droite, mais alors c'est une angoisse, mais... Ouais, je trouve que le film est très intéressant, mais justement il joue très bien sur le côté, sur le sound design, sur le travail justement du son, de la perte d'audition et tout ça. Peut-être pas assez à mon goût, voilà, j'aurais préféré que vraiment il soit encore plus déboussolant et qu'il nous crée encore plus d'inconfort, nous en tant que spectateurs, parce que l'inconfort du personnage est réel et c'est totalement badant et c'est horrible de se dire oh mon dieu il t'arrive ça. Et c'est une très belle histoire, c'est bien écrit, voilà, ça se termine de très belle manière, c'est bien réalisé et tout ça, mais je me suis dit ah dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de travail du son justement sur la perte progressive peut-être du son, où vraiment ouais t'entends ce que lui entend, enfin il y a ça un peu, mais voilà j'aurais préféré qu'il y en ait un petit peu plus pour créer vraiment un inconfort, même si le film est très inconfortant, il vous met dans une position tout à fait inconfortabilisante, vous allez voir c'est une angoisse totale ce film, voilà. Sound of Metal. Numéro 8, j'ai mis 2 films ex aequo parce que je trouve qu'ils abordent un petit peu des thématiques identiques et ils sont un peu dans un style les deux un peu punchy. Promising Young Woman. Et le deuxième c'est Last Night in Soho de Edgar Wright. Voilà. Pourquoi je les ai mis ex aequo? Parce que je trouve qu'ils abordent des sujets un petit peu identiques, c'est-à-dire la condition de la femme, à quel point les femmes sont maltraitées, voilà, encore dans notre société actuelle, mises au banc de la société de plein de manières, sont violentées, pas seulement physiquement mais mentalement dans leur vie de tous les jours, voilà. Promising Young Woman, ça a été une très agréable surprise parce que c'est un film avec très peu de budget, c'est le premier film d'une ancienne actrice, donc c'est son premier film en tant que réalisatrice, et voilà, le film, sans vous détaillé, parle voilà, des traumatismes, de ce que peuvent vivre les femmes au quotidien, et c'est une jeune femme qui va se mettre à se rebeller et qui va faire un peu la guerre pour ne rien trop spoiler au nice guy. Ouais, c'est les mecs qui se disent toujours non mais moi je suis un mec gentil, moi je suis un mec bien et tout ça, alors que c'est des gars qui profitent des jeunes femmes qui ont bu beaucoup d'alcool par exemple, voilà. Tu sens que ce personnage a quelque chose de lourd et un secret qu'elle cache. Le développement du personnage est absolument passionnant, ça se joue très bien. Il y a Bo Burnham qui joue dedans, alors je le connaissais pas à l'époque donc j'ai pas su qui il était, mais il joue vraiment super bien, vraiment il est excellent. C'est un film qui est très coloré, il y a vraiment un travail sur les décors, des idées de mise en scène, le scénario est hyper bien écrit, et ça avec peu de budget, et tu sens que pour un premier film, bah c'est propre quoi, enfin moi je ne lui trouvais aucun défaut, c'est drôle, c'est cyniquement drôle, ce qui parle très bien du côté cynique de notre société, en mode bah non c'est bon, les femmes on est totalement à égalité avec elles, bon c'est vrai qu'il y a 300 féminicides par an, mais elles nous font chier, nous on est des gars bien, enfin c'est pas nous qui tuons les femmes, voilà. Donc tout ce délire là, c'est un bon pavé dans la mare, c'est un bon crachat à la gueule voilà, ça vomit bien tous ces gars là, moi j'ai beaucoup aimé, voilà, très chouette, très bien écrit, voilà. Promising Young Woman. Et Last Night in Soho c'est pareil, c'est dans un registre un petit peu plus épouvante, il y a des scènes très badantes d'ailleurs, moi j'avais pas compris que c'était un film un peu flippant à un moment, et je me chiais main dessus, j'étais pas très serein dans mon siège au cinéma, je suis en mode attendez, ça fait peur.
Voilà, donc non, très cool. C'est une jeune fille qui se retrouve un peu possédée par une entité d'une jeune femme qui a été assassinée il y a plusieurs années. Et donc c'est un film de Edgar Wright, donc vraiment chaque fois avec des idées de mise en scène ultra intense. C'est peut-être mon film préféré d'Edgar Wright, parce que j'ai jamais trop accroché à la trilogie Cornetto, j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Là il y avait des vraies idées de mise en scène, il y a des effets dans des miroirs, mais quand je suis allé voir au cinéma avec mon collègue, on se regardait pendant la séance en mode ah mon dieu, t'as vu ça, c'est trop bien fait. Enfin, il y a vraiment tout un jeu sur le passé, présent, parce que elle marche, elle descend des escaliers, et dans les dizaines de miroirs qui sont sur le côté sont reflétés l'esprit qui la possède. Il y a plein de musique très sympa, c'est bien mis en scène, il y a des séquences assez ouf où tu sens qu'ils sont vraiment mariés à le faire, où en fait le personnage danse avec une des actrices, et en fait la caméra tourne autour d'eux, et quand elle revient sur l'actrice a changé, et le making of de ça est hyper cool, où tu vois qu'elles ont vraiment pris une courée, où il y en a une qui se baisse et l'autre récupère l'autre cavalier. Bah tu sens que c'est un film qui s'amuse en fait. Chaque fois c'est ça que j'aime bien avec Edgar Wright, c'est que c'est sans idée à la seconde. Alors il y a des films qui sont peut-être mieux que les autres, mais il dit ouais bah vas-y, cette scène là on va pas la filmer plan, non, j'ai une idée, on a tel concept pour tel plan, tel concept pour tel film. Il y a une actrice en plus que j'adore qui joue dedans, qui est décédée malheureusement depuis. C'était l'ancienne actrice de Chapeau melon et bottes de cuir, mais qui jouait surtout Olenna Tyrell dans Game of Thrones, voilà, qui est décédée malheureusement. Donc en plus ça m'a fait trop plaisir de la revoir dans ce film là. Elle joue je crois la dame qui gère la pension. Personnellement voilà, ça m'a fait plaisir de la revoir, mais le film est hyper bien écrit, très intéressant, des petits retournements de situation sympa, voilà, l'actrice est chouette. Plus le film a avancé, plus j'y ai accroché. Au début j'avais un petit peu de mal, et en fait non, je trouve que vraiment tout ce qu'il dit, tout ce dont il parle est très intéressant. De nouveau également sur la condition de la femme, la violence des hommes et tout ça. Voilà, c'est très juste et c'est très contemporain. Donc c'est forcément intéressant. Numéro 7. Numéro 7, c'est un film qui m'a beaucoup touché. C'est The Father avec Anthony Hopkins. Il y a également Olivia Colman qui a un rôle très important dedans. The Father, c'est un thriller qui est adapté à la base d'une pièce de théâtre, où c'est un vieux monsieur qui commence à avoir Alzheimer, donc qui est joué par Anthony Hopkins, qui est mais totalement magistral dans ce film. C'est rien que je vais renforcer des portes ouvertes, mais tu pourrais dire après qu'il y a des acteurs en vieillissant qui perdent un peu de leur superbe. Mais alors là, puis vraiment je trouve que c'est un rôle qui le change de ce qu'il a d'habitude, ce mec un peu vieillissant quoi. Donc voilà, c'était un monsieur qui a Alzheimer, et à un moment il se réveille le matin, et en fait sa fille qui vient lui rendre visite tous les jours, c'est plus la même personne. Et t'as vraiment tout ce truc de se dire, mais je suis Alzheimer ? Où il y a un truc chelou qui est en train de se passer là, voilà. Et donc toi t'es témoin de ça, c'est trop bien parce que tu vois il y a des petits trucs qui changent, il y a des objets qui sont plus à la même place et tout ça. C'est vraiment un film qui s'intéresse aux détails dans sa mise en scène, voilà, du coup c'est assez intéressant parce que tu vois toujours, c'est un huis clos, hein, t'es toujours dans l'appartement, dans le même appartement, mais il y a des petits trucs qui changent au fur et à mesure. Tu es plus en plus en train de te dire attends, il y a un truc vraiment chelou, voilà. Donc c'était un film évidemment à twist. La fin m'a tellement pris à contre-pied, et ce qui est quelque part un bon twist, hein, voilà, c'est ce qu'on demande à un twist, c'est un truc que tu t'y attendais pas, et moi je ne m'y attendais pas du tout. Je trouve que voilà, la fin est du coup très belle, très bien écrit. C'est un film qui est plein d'émotions, tout en gardant un côté un peu thriller. Les deux se mélangent très bien. Voilà, je vous invite vraiment à regarder The Father. C'est une très belle réussite. Olivia Colman, elle est superbe. Il y a aussi dedans la femme de ma vie qui joue. C'est une actrice. Attendez, j'essaie de retrouver son nom, j'oublie tout le temps. Imogen Poots. Ah mon dieu. Voilà, tout simplement. La femme de ma vie. J'ai fait mon deuil déjà, vous inquiétez pas, j'ai fait mon deuil, je suis passé à autre chose. Voilà, donc The Father, je vous le conseille, j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit dessus parce que c'est vraiment un film excellent, vraiment, voilà. Vous me dites c'est mon film préféré de cette année, je vous dis oui. Incroyable surprise que j'ai eue, j'ai été extrêmement agréablement surpris parce que vraiment généralement les films français c'est pas du tout ma came. Je suis allé voir un petit peu Arculon, Les Illusions perdues. Voilà, c'était trop bien. C'était quoi ce film? Non, c'est vraiment trop bien. Vraiment, je suis tombé de très haut. Je pense que je suis allé voir parce qu'il y a Vincent Lacoste dedans, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve vraiment c'est son meilleur rôle. Les Illusions perdues, c'est adapté de Balzac. Donc déjà, ma théorie de base est assez intéressant. En plus, Balzac, ça parle souvent de problèmes sociaux, de gens assez pauvres qui vivent des choses terribles. Et là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se retrouver dans le monde du journalisme. Je sais plus quelle époque, je pense à la fin du 19e siècle. Qui va aller de désillusion en désillusion. Donc le matériau de base est déjà très intéressant, mais après je tiens quand même à souligner que le travail d'adaptation et de scénario est vraiment incroyable. Tous les dialogues sont hyper intéressants, toutes les situations sont... il n'y a rien à acheter quoi, enfin ça a été vraiment superbement bien écrit, le film se tient mais de bout en bout. Au début j'avais un petit peu peur parce qu'il y avait ce côté un peu vieux film français, et en fait t'as un vrai contraste entre le début et dès qu'il se retrouve dans le monde parisien qui va à 100 à l'heure. Les acteurs sont super, tous autant qu'ils sont, il y a Xavier Dolan, toutes les actrices sont excellentes. Les scénaristes se permettent des fois de faire des petites références à notre monde actuel, à nous, et vraiment c'est très marrant quoi. Ils disent, en parlant d'un événement historique, ils disent ah bah à ce moment là on pensait pas qu'il pourrait y avoir un banquier qui arriverait au gouvernement. Voilà, chaque fois c'est des petits clins d'œil comme ça et t'es en mode
C'est assez subtil et assez discret pour que tu aies juste la réaction de dire comme vous voyez DiCaprio, le même avec DiCaprio, comme ça. C'est exactement ça. Il t'explique ce que c'était un canard. Un canard à l'époque, c'est des nouvelles comme ça. Il dit à l'époque, les canards n'étaient pas encore enchaînés. Bref, des petites vannes comme ça. C'est marrant, c'est bien foutu. C'est très drôle, c'est très triste. Ça joue bien, voilà. Enfin, vraiment, le film est très très bon. Très très bon. J'ai passé un très bon moment. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un truc que je n'avais pas vécu auparavant. Voilà, très pertinent. Sur tout ce que ça dit sur la société à l'époque, mais qui parle aussi de notre société à nous, évidemment. Voilà. Donc je vous conseille vraiment Les Illusions Perdues, c'était très très chouette. Comme quoi, hein, on dit les films français c'est souvent à chier, c'est des comédies à chier, nul à chier. Et voilà, j'ai été médisant, il y a des choses qui se font les amis, il y a des choses très intéressantes qui se font dans ce milieu du cinéma français. Je sens qu'ils ont aussi tourné beaucoup de scènes, donc il n'y a pas vraiment d'idées de réalisation incroyables et voilà. Mais le film a réussi à créer quand même cette ambiance qui se tient et il y a vraiment, ouais, il y a un truc qui se dégage de ce film qui montre que le film a bien été pensé dans son ensemble, donc c'est très très chouette. Numéro 5, nous arrivons au numéro 5. Alors là, vraiment, ça a été une bonne grosse claque, ça a été une découverte incroyable. C'est Inside de Bob Berman que vous pouvez trouver sur Netflix. Alors c'est pendant la pandémie où il y avait les confinements et tout ça, Bob Berman qui est un humoriste s'est dit vas-y je vais faire un espèce de film chez moi complètement enfermé où il y a que moi qui créerait tous les effets, c'est moi qui vais filmer, qui vais enregistrer tout ça. Et c'est un film du coup qui parle de la solitude parce que c'est quelqu'un qui axe souvent ses spectacles sur un peu le mal-être profond, la dépression, voilà, qui sont moi quelqu'un qui suis en vrai de nature assez particulièrement joyeuse. Je vous avoue qu'au début voilà ça me parlait pas forcément trop, mais je trouve que c'est tellement bien fait, il arrive à t'embarquer dans son monde, tu vis vraiment pendant 1h30 avec lui son truc. Il a écrit plein de chansons mais qui sont totalement exceptionnelles sur ce qu'elles disent, elles sont cyniques, elles sont bien écrites, mais c'est des tubes. Moi je les écoute encore 1 an après l'avoir vu ce truc, mais je suis totalement fan quoi. Je le trouve vraiment incroyable, c'est un super acteur et t'as vraiment cette espèce d'ovni de se dire le gars il a tout fait tout seul quoi. Il était chez lui avec sa caméra comme je le suis là et il a dit vas-y je vais faire un film qui va parler de plein de sujets de société et tout ça. J'avais un peu de mal avec ses premiers spectacles parce que je les avais trouvés justement un peu... Enfin il allait pas assez à fond dans le truc et là tu vas t'enfoncer avec lui dans cette spirale infernale de gens qui ont le blues en fait, qui sont un peu des dépressifs chroniques, des gens qui se sentent pas bien dans leur vie, dans leur peau, qui sont un peu saoulés par le monde qui les entoure et ça leur pèse. Vraiment je trouve qu'il va vraiment à fond dans le truc. C'est ça que j'aime dans le cinéma quoi, c'est d'un coup il y a quelqu'un qui se dit j'ai un concept, je vais t'emmener dans mon monde et même moi je vous dis que je suis pas réceptif au début, bah le gars te prend la main et c'est tellement bien fait que bah t'arrives à parfaitement comprendre ce qu'il a envie de te faire comprendre. Voilà, ça amène plein de débats, j'ai vu dans les vidéos YouTube, il y a plein de gens qui débattent mais de ouf de voilà ce que eux ressentent par rapport à ce qu'il a fait. Trop bien quoi. Non mais le mec est trop fort, vraiment je suis choqué et émerveillé de ce qu'a pu faire ce mec là tout seul chez lui quoi. Et je trouve que la chanson d'internet c'est une des meilleures chansons de méchants de ces 50 dernières années, voilà. Disney se fait écraser par cette chanson, elle est totalement exceptionnelle. J'adore aussi la chanson où il dit qu'il doit sauver le monde grâce à la comédie, voilà, il est hyper cynique et tout ça. C'est Dieu qui lui a dit oui, tu fais rire les gens, tu vas pouvoir sauver le monde en faisant des blagues, vas-y, c'est parti. Enfin voilà, il est très critique sur son propre métier, néanmoins très rigolo. Et voilà la chanson sur Instagram. Ah, c'est tellement un énorme pied de nez à tout ce qui se fait sur Instagram en mode ouais une bande de bolos quoi, c'est vraiment ça. Enfin c'est pas la majorité, c'est la majorité de ce qui se passe sur Instagram mais c'est pas Instagram non plus, il y a des trucs passionnants sur Instagram mais ça c'est vraiment exceptionnel quoi. Mais je me dis que les gens qui ont ce genre de compte Instagram que lui-même décrit mais ils doivent se sentir mais comme des merdes quoi, genre ouais ben c'est que du vide que vous vendez quoi. Et en même temps dans cette chanson à un moment il se permet de montrer justement quelque chose de plus fort qui peut se cacher derrière tous ces cons qui sont très factices et tout ça, quelque chose de plus humain. Ouais, c'est trop bien. Inside, voilà, matez-vous ça, chef-d'œuvre, je l'ai dit. Bah là de toute façon je dis c'est un très bon top hein. Là on est dans des très très bons films, voire chef-d'œuvre hein. Inside, chef-d'œuvre. Voilà, juste pour avoir eu l'idée et le culot de faire ça. Top 4 les amis. Top 4 ça commence à être du lourd. Alors là je suis vraiment extrêmement content de voir que Ridley Scott n'est pas mort. Le dernier duel, ça a été une énorme claque. Une énorme claque. Alors vous savez, je déteste ce que fait Ridley Scott dernièrement. Il a fait aussi House of Gucci. Les 2 films sont sortis cette année à cause du Covid évidemment, mais du coup il a fait 2 films en 1 an. House of Gucci qui est très bien, mais voilà, je trouve un parti pris un peu moins intéressant que le dernier duel. Je suis hyper déçu quelque part que le dernier duel n'ait pas marché parce que je trouve que c'est vraiment un film qui est très important, qui est très fort, qui est très beau. Ça parle de choses très sombres à l'époque médiévale, mais qui sont
qui nous sont mais totalement contemporaines. Ça qui est génial avec le film, c'est que le film a beau se passer il y a des centaines d'années, c'est chez nous. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est l'histoire d'une femme dont un homme la viole. Terrible, c'est une histoire absolument atroce. Hein, voilà. En fait, vous allez suivre le point de vue de 3 personnages. Son mari, ensuite l'homme qui est accusé de l'avoir violée, parce qu'on ne sait pas vraiment s'il l'a volée, il la désirait juste, voilà. Et ensuite, tu vas voir le point de vue de cette femme-là. Donc c'est un film en 3 chapitres. Donc à chaque fois, tu vas revoir les mêmes scènes, mais vues d'un point de vue un petit peu différent. Alors il y a des scènes, c'est un peu dommage, parce que quelque part, ce qui se passe ne change vraiment pas beaucoup. Et quelque part, c'est ton point de vue mental sur les événements qui a déjà un petit peu changé. Voilà. Et c'est un film qui parle absolument brillamment d'un des plus gros problèmes, je trouve, de notre époque, qui est la violence des hommes. Parce qu'on dit, oui, tous les hommes sont pas violents et tout ça, oui, mais tous les problèmes dans le monde, les guerres et tout ça, les violences sur ses conjoints et tout ça, tout n'est que l'apanage des hommes. On n'a aucun problème dans le monde avec la violence des femmes. C'est vraiment l'espèce, on a encore ce truc là ultra viriliste, masculiniste, des hommes qui, juste parce qu'ils ont un surplus de masse musculaire, se croient les supérieurs des femmes et se permettent de les violenter, d'avoir un ascendant physique sur elles et tout ça. Et voilà, c'est un film qui parle vraiment de choses, je trouve, extrêmement importantes, qui en parle absolument brillamment, et à la fin, vous aurez envie de tuer absolument tout le monde. C'est un truc de maboule, comme ce film te va chercher un truc en toi dans tes tripes. Alors, si évidemment vous faites partie de ces hommes violents qui aiment avoir l'ascendant sur les femmes, le film vous crache à la gueule, hein, voilà, vous allez vous faire vomir en plein visage. Et j'espérais, quand j'étais dans la salle, je me disais, mais j'espère qu'il y a un mec comme ça qui a été violent ou prédateur ou dans cette salle pour que vraiment il sente comme une immonde merde quoi. Et le film, bon, c'est terrible, hein, tout ce qui se passe est terrible, voilà, t'as juste envie de te flinguer. La parole des femmes, on s'en bat les couilles. Elle a été violée, mais c'est l'honneur de son mari qui a été sali, donc c'est ça qu'il faut sauver. Elle, on s'en fout quelque part. Et puis si elle mange, je peux te dire qu'on va la buter quoi, voilà. Mais c'est l'enfer, t'as juste envie de te flinguer en voyant ce film. Ça joue trop bien. Donc Matt Damon, vraiment c'est un de ses meilleurs rôles. Je trouve qu'il est transformé. Adam Driver aussi. Ils ont vraiment des rôles. Même comment il s'appelle, Ben Affleck, que j'aime pas du tout d'habitude. C'est un de ses meilleurs rôles. Voilà, le mec est transformé. Il a vraiment, je trouve, un personnage qui lui colle à la peau. Et c'est génial parce que l'actrice du coup, qui a quelque part le rôle le plus important, est très effacée du coup pendant les chapitres des points de vue des autres. Et à la fin, comme tu as son point de vue à elle, l'actrice, mais elle mérite un Oscar. Mais c'est une performance d'actrice où c'est, tu sais, d'un coup on te dit ah attends, on va peut-être lui laisser la parole à elle, et alors qu'elle était trop effacée, qu'elle était totalement lambda et tout ça, mais là mais tu te dis mais trop forte quoi. Elle est dans un jeu d'actrice mais qui te prend au trip, tout ce qu'elle dit, le moins de ses interventions, t'es en mode oh mon dieu. Pour tout ça, je trouve que le film est vraiment génial. J'ai eu un vrai débat avec des gens parce que le film a pas marché, et il y avait une fille, une américaine, qui disait ouais, en même temps j'ai pas envie de voir un film qui parle de viol au cinéma, surtout qui a été fait par un homme blanc, un vieil homme blanc, voilà. Et moi je lui répondis en disant moi je préfère avoir un film comme ça plutôt, qui parle de choses qui nous sont très contemporaines, qui sont importantes, plutôt qu'un film qui parle d'une vieille amourette toute pourrie, faux cul entre deux êtres humains. Voilà, j'ai essayé de lui montrer que c'est un film qui est très important, et Ridley Scott, c'est totalement, moi c'est un de mes films préférés, c'est quand même l'homme qui a fait Thelma et Louise. Pareil, Thelma et Louise, si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre absolu, c'est le plus grand film féministe de tous les temps, donc qui parle quasiment des mêmes sujets, mais du coup à une époque un petit peu différente. Je trouve que Le Dernier Duel est quand même moins bien foutu que Thelma et Louise, mais voilà, ça reprend les mêmes problèmes, et Thelma et Louise ça a été fait en plus dans les années 70-80. C'est absolument terrifiant de se dire que 40 ans plus tard, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est exactement les mêmes thématiques, le film qui traite de la même chose, la violence des hommes, la parole des femmes qui est tout le temps remise en cause, à quel point elles sont ostracisées, tout ça, bon, l'enfer, voilà. Et du coup c'est très intéressant, ça m'a fait plaisir de revoir Ridley Scott qui renouait avec ses anciens chefs-d'œuvre en fait, voilà. Thelma et Louise, si vous n'avez pas vu ça, c'est génial. Et donc matez-vous Le Dernier Duel, voilà, qui va vous mettre une bonne claque, je l'espère, comme la claque que moi il m'a mis. C'est des films qui sont importants, je suis très déçu qu'il n'ait pas marché, parce que voilà, c'est des films qui prennent à bras le corps la société dans laquelle on vit, tout simplement. Donc tu peux faire semblant, hein, tu fais une comédie très marrante, oh là là, potache, sur à quel point les Arabes détestent les Chinois et les Chinois détestent les Français qui même détestent les Arabes, voilà, c'est très marrant, très représentatif de notre société, ça c'est un film incroyable, non, ou alors tu fais des sujets intéressants, voilà. Des vrais problèmes de fond quoi dans notre société, voilà. Cette jeune femme avec qui je discutais sur internet, elle m'a dit oui mais ça sert à rien, de toute façon à aucun moment l'art n'a fait avancer les choses dans le monde. Je suis pas d'accord. Ça, et je pense que le cinéma a fait partie de tous les grands combats sociaux, qui permettent de montrer que dans la scène artistique, on parle
sujets importants quoi. Tous les cinémas qui ont été focus à toutes les époques, tous les cinémas qui ont montré une autre vérité que celle qui se passait vraiment dans les pays dans lesquels ils se développaient, tous ces cinémas sont morts et enterrés et c'était des étroits artistiques qui n'amenaient jamais rien d'intéressant voilà, dans la mise en scène ou dans le cinéma ou dans l'art en général. Le dernier duel, excellent. Messieurs dames, nous arrivons enfin sur mon podium de l'année 2021. Podium tout à fait exceptionnel avec en troisième place La Loi de Téhéran. La Loi de Téhéran, c'est un film absolument incroyable qui parle de trafic de drogue. C'est un film, je vais le dire tout de suite, qui a énormément de points communs avec ma série préférée The Wire, qui parle de trafic de drogue et de à quel point ça marque les vies de toutes les personnes qui tournent autour de ce trafic de drogue, aussi bien les policiers que les trafiquants, que les personnes qui subissent ça. Je pense que le film en est quand même assez inspiré parce que vraiment tu retrouves la même ambiance. Tu retrouves également des scènes assez drôles. Il y a vraiment un côté un petit peu quand même comique parfois, tout en traitant de sujets extrêmement sérieux, extrêmement profonds, extrêmement intéressants. La Loi de Téhéran prend un parti pris dans l'histoire du trafic de drogue assez radical. Il ne s'agit pas du tout de la traque, du trafiquant et tout ça. Ça commence, ils arrêtent le trafiquant. Voilà, ils arrêtent le mec qui est à la tête de l'organisation. Et tout le film parle de... Et maintenant, c'est bon, on a décapité la tête du serpent, donc a priori c'est réglé. Le problème de la drogue va plus du tout se poser. Et en fait, voilà, tu vois à quel point c'est un cercle vicieux, c'est un système qui s'entretient dans lequel tout le monde, c'est un tourbillon, quoi. C'est le maelstrom duquel personne n'arrive à sortir. Il y a des scènes très très fortes, les acteurs mais sont totalement possédés, incroyable, du plus grand acteur au plus petit second rôle. Bon, les performances des acteurs principaux sont vraiment exceptionnelles, mais les enfants, tout, il y a personne qui joue pas bien dans ce film, c'est vraiment totalement fou quoi. Et voilà, il y a un niveau de réalisme et de jeu qui est vraiment exceptionnel. C'est le commissariat, ils sont tous en train de gueuler: mais de quoi tu parles, fils de pute, me parle pas comme ça, je vais t'éclater, mais c'est lui qui m'a fait chier, donnez-nous des conditions de travail correctes. Tout le monde s'engueule et tout le monde fait... C'est un film où tout le monde ne fait que gueuler, vous allez voir, ça va à fond, ça prend pas le temps de respirer. Il y a des images qui vont vous rester en tête, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a la scène de la fin, ouais, c'est chaud quoi, tu te dis c'est très très lourd à vivre, tu te projettes complètement dans l'enfer de ces gens. Et moi qui ai beaucoup de recul souvent sur les films, parce que je suis un peu peut-être plus dans l'analyse que on va dire le spectateur moyen, et ben là où je vois qu'un film marche, c'est que l'image est tellement forte, tellement puissante que je rentre de nouveau dans la fiction et je me dis ah ouais putain là c'est fort quoi. Là le film me marque, voilà, exceptionnel ce film, hyper bien écrit, hyper bien joué, très bonnes idées de mise en scène, très bonne idée de scénario, voilà, franchement je ne lui trouve pas de défaut, excellent, je trouve qu'il mériterait plus d'être connu ce film parce que vraiment ça a été une très très grosse claque. À la The Wire qui est la meilleure série du monde, évidemment si vous ne l'avez jamais vu, matez-vous ça, c'est incroyable. Numéro 2 les amis, c'est totalement incroyable. Je suis allé voir ce film mais presque par hasard quoi. Presque par hasard. J'avais regardé la première saison de la série que j'ai trouvé un peu, voilà, pas incroyable mais sympa. C'était Demon Slayer et ils ont fait un film pour poursuivre la série. Mais c'était une claque atomique! C'était totalement incroyable. À partir du moment où le film s'est lancé jusqu'à la fin, je n'étais que frisson, je n'étais que possédé par ce film, mais qui était d'une ampleur et d'une intelligence et d'une beauté, mais exceptionnelle. C'est un des plus gros kiffs, c'est mon plus gros kiff de cette année, vraiment. Donc grosso modo, c'est l'histoire d'un jeune chasseur de démons qui doit battre le grand méchant qui s'appelle Muzan, qui est une espèce de vampire Dracula, voilà, qui transforme les gens en démons. Sa famille a été massacrée à ce jeune homme, et sauf que sa jeune sœur, elle, a été transformée en démon. Et donc il combat avec elle pour essayer de tuer les démons, voilà, bon, somme toute assez classique. La première saison, je vous dis, était pas forcément très intéressante, il n'y avait pas d'enjeu dramatique absolument exceptionnel, alors que le film, je trouve qu'il d'un coup, il a une espèce de maturité, d'intensité dans les scènes, mais vraiment, tu es accroché à ton siège, et t'as un suspense, mais vraiment de ouf, quoi. En fait, il y a une scène, par exemple, où le personnage, le méchant, le projette dans ses rêves et donc il s'endort, donc il devient totalement vulnérable et il est projeté dans son rêve et la seule manière qu'il a de sortir de son rêve c'est de se tuer. Donc il se tranche la tête dans son rêve pour se réveiller, il court, il se rendort, il se fait rendormir par le méchant, il se retranche la tête et il y a tout un espèce de défait avec le montage où il arrête pas de le faire jusqu'à un moment où tu te dis attends mais dans la réalité là il est tellement confus qu'il va se trancher la tête dans la réalité. Enfin c'est trop bien foutu, t'as du suspense, pour le coup c'est hyper marrant. Il y a des personnages qui sont complètement délirants, hystériques, qui arrêtent pas de hurler, moi ça me saoulait un peu dans la saison 1. Là c'est plutôt bien dosé, le personnage du pilier de feu là il est complètement barré et un peu intriguant et du coup je trouve que ce personnage marche très bien et il devient très sérieux dans les scènes qui méritent d'être sérieuses et surtout l'animation de cet animé mais totalement incroyablissime quoi.
il y a des effets de toutes les bastons, ils sont chorégraphiés, les duels de sabre et tout ça, t'as des effets dans tous les sens, mais c'est merveilleux à regarder quoi. Et dans le cinéma, tout le sound design, les bruits des impacts, les bruits des coups qui se mettent, mais tu ressens tout, fait vraiment, il y a un travail là-dessus, mais qui était mais exceptionnel quoi. Exceptionnel, c'est épique as fuck. Genre ça n'a pas de limite dans l'épicitude. Et le film est totalement ouf. Et à un moment, genre, le film se termine et moi je me suis dit ah putain c'était trop bien, j'en ai pour mon argent. Et en fait il y a un dernier petit arc narratif un petit peu à la Alien. Il y a un quatrième arc narratif. Genre le film n'est pas terminé et t'as de nouveau une énorme baston où tu te dis ah mais génial, ouais j'en demandais pas autant. Franchement non, c'est trop cool. Le design du grand méchant à la fin que je trouve pas forcément trop exceptionnel. Et pendant le film il y a des espèces de monstres qui sont animés un petit peu en 3D parce que tu sens que le budget est passé ailleurs dans l'animation. Ce que je leur pardonne totalement, attention voilà, c'est pas parce qu'il y a un endroit où c'est pas très beau que le film n'en est pas moins bien. Je trouve que le film a beaucoup plus que ça à raconter, que des effets spéciaux réussis. Je trouve que le film est une grosse claque, épique, technique. Franchement c'est un des animés les plus beaux que j'ai vu de ma vie quoi. Mais surtout agréablement surpris au niveau du travail du son, voilà, qui est vraiment exceptionnel. Bah voilà, si vous connaissez pas Demon Slayer, donc si j'ai bien compris il y a une saison 1, le film qui en fait correspond un peu à la saison 2, il y a une saison 3, il y aura un dernier film pour clôturer voilà, le manga qui est terminé. Je l'ai pas lu hein, donc ne me spoilez pas, qui est terminé dans la réalité. Voilà, donc Demon Slayer énorme. J'ai toujours des attentes chaque année, mais je me laisse toujours aussi être agréablement surpris. C'est rare qu'une surprise arrive en deuxième place de mon top et ce soit une péta aussi incroyable et exceptionnelle que Demon Slayer. Matez-vous ça, c'est incroyable, voilà. Bon, il faut taper la saison 1 je pense avant de mater ça, mais ça vaut le coup, c'est génial. Et enfin, messieurs, dames, mais oui, je sais, j'ai essayé de trouver un film qui était mieux cette année. J'ai essayé de me dire, non, Lucas ne tombe pas dans ce cliché total et absolu, mais ce n'est pas un cliché les amis, c'est la prophétie, c'est le Kwisatz Haderach réincarné, c'est Dune le Messie les amis, incarné au cinéma en la personne de Denis Villeneuve, oui, c'est réussi. Ah là là, que d'angoisse en pensant à Dune. Ben moi Dune c'est, pour moi, c'est pas mon film de, c'est pas mon livre de science-fiction préféré, mais c'est le plus grand film de science-fiction. Adapter Dune, c'était un pari complètement barge. Beaucoup s'y sont testés. Et ce que j'aime beaucoup avec Dune, c'est que c'est tellement perché que je suis sûr que dans 20 ans, il y a un autre réalisateur qui refait Dune. Ça n'aura rien à voir avec le film de 2019. Voilà. Surtout dans les visuels et tout ça. Voilà, tu peux vraiment imaginer plein de choses avec Dune. Et là, je trouve que c'est une réussite totale. Pas totale. Vous allez voir, j'ai quelques petits légers griefs envers ce film. Mais qui sont tellement éclipsés par le fait que ce soit quand même l'adaptation d'un univers de science-fiction la plus réussie de tous les temps. De tous les temps, pour moi ça a battu Blade Runner, ça a battu des grands films, ça a battu Star Wars très largement. Je trouve que dans la mise en scène, que dans les décors, que dans le choix des costumes, dans l'ambiance qui est créée, dans le design des vaisseaux et leur manière de se déplacer, dans l'univers qui a été créé, c'est la première fois que je trouve que un univers de science-fiction a été aussi bien mis en images au cinéma. Le film est très réussi, mais le film est avant tout une adaptation, donc je vais vous dire pourquoi je pense que c'est très bien adapté. Pour moi, Dune, ce qui est important avec le livre de Dune, c'est qu'on vous lâche dans un monde dans 150 000 années dans le futur sans rien vous expliquer. Et donc Dune, c'est un vertige. Dune, tu arrives au milieu de conflits politiques et diplomatiques qui bouleversent toute la galaxie, on ne t'explique que dalle. Tu rentres dans cette espèce de tempête où tu es bousculé dans tous les sens et tu te raccroches à divers éléments parce que ça reste un conflit très humain et donc tu arrives à te raccrocher à ça. Et je trouve que ce vertige-là est totalement réussi. Dès le début, tu es accueilli par une voix sombre, avec un énorme écran noir voilà, qui fait silence dans toute la salle. Et je trouve oui que les dialogues vont à fond. Évidemment, le film manque de sa deuxième partie, mais voilà, je pense que ça fera une très bonne trilogie. Le film correspond à la première moitié du premier bouquin. C'est très bien adapté, je trouve que les costumes sont absolument magnifiques, les effets spéciaux, le vert des sables et tout ça. Oh là 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 là, mais j'étais où? J'étais en plein rêve, je trouvais ça incroyable. Il y a quelques scènes qui marchent un petit peu moins bien que dans le bouquin, je trouve. Et premier petit grief, je trouve que avant que la maison des Atreides s'en prenne plein la gueule, dans le bouquin, il y a un petit peu plus de stress et de mise en tension. Enfin, là, ils arrivent sur Arrakis, ils se font défoncer, voilà. Alors que vraiment, t'as le stress qui monte dans le bouquin. Et je trouve que le film aurait pu se permettre de prendre un petit peu plus de temps. Il y a tout un délire dans le bouquin avec Jessica, qui est une actrice absolument exceptionnelle. Voilà. Comment elle s'appelle? Anderson? Non, comment elle s'appelle? Je sais plus.
Bref, je suis fatigué, je suis à la fin du top, mais l'actrice est totalement, c'est la meilleure actrice du film, tout simplement. Donc voilà, ils auraient préféré qu'ils s'en prennent un petit peu plus, enfin, qu'ils prennent un petit peu plus de temps avant qu'ils s'en prennent plein la gueule. Le vrai truc, je trouve qui m'a posé problème, c'est que dans le bouquin, dès le début, dès le deuxième chapitre, on te dit le traître, c'est telle personne. Toi, bah, attends, c'est pas possible. On est dans un récit de saga de science-fiction, tu peux pas m'avoir révélé qui est le traître au bout du deuxième chapitre. Et du coup, toi, t'es dans le doute, t'es en mode, mais attends, mais c'est vrai ça ou et puis, est-ce que l'auteur, est-ce que le mec a eu les balls d'oser me dire, voilà, le traître, c'est lui. D'une, le livre te prend tellement tout le temps à contre-pied dans sa manière de raconter, dans ce que ça raconte, voilà, et du coup, dans les twists, voilà, le truc classique littéraire de dire, il va y avoir un twist, et là, tu dis, bah non, moi, je te dis tout de suite qui est le traître, voilà. Voilà, ça fait partie de ce vertige-là. Le film n'a pas pris ce parti pris, j'en suis très déçu, parce que je trouve que ça fait partie du charme de Dune, de te prendre des claques comme ça, comme Game of Thrones a pu mettre des claques par rapport au récit fantastique que nous pouvions connaître, classique, où tous les gentils survivent et tout se passe bien. Bon, déjà, Dune avait les boss c'était il y a Dune, ça date d'il y a 60 ans maintenant, 70 ans. Comment ça va être vieux, hein. Et quand tu vois de quoi ça parlait, à quel point c'était mature et tout déjà à l'époque, tu sens que déjà à l'époque c'était un gros pavé dans la mare. Le problème, c'est que Denis Villeneuve, pour mettre en scène ce monde-là, il a un regard sur ce qui se passe, qui est très froid. Toujours très distant, c'est une mise en scène toujours très éloignée. Ça magnifie évidemment les décors qui sont hyper minimalistes, ça magnifie vraiment l'ambiance qu'il y a dans ce film incroyable. Malheureusement, je trouve que ça nous éloigne de tout le côté émotionnel qu'on peut avoir avec les personnages. Alors, si les émotions ne sont pas très fortes et très intenses, je trouve qu'on a du mal un petit peu à s'attacher aux personnages. Bon, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi c'est ça un petit peu qui m'a posé problème, c'est que des fois, on voit un petit peu trop la mise en scène de Denis Villeneuve et donc Denis Villeneuve plutôt que ces personnages et ce qu'ils devraient mettre en avant. Ça a l'envergure d'un Seigneur des Anneaux, ça n'a pas la réussite d'un Seigneur des Anneaux, alors que ça aurait pu, voilà, à cause de ces petits détails, moi qui m'ont mis un petit peu trop à distance du film. J'ai très peur également, même si j'aime beaucoup l'interprétation de Timothée Chalamet, généralement tous les acteurs, hein, j'ai trouvé le casting, je n'ai pas de mots, voilà, parfait, le casting parfait. Et Timothée Chalamet correspond très bien au Paul de la moitié du premier bouquin. Par contre, il faut que vous vous disiez que Paul, ça va devenir l'être le plus puissant de l'univers. Voilà, et est-ce que vous imaginez Timothée Chalamet, avec sa capacité de jeu, réussir à devenir cette espèce de figure incroyable qui écrase les gens juste par un regard, voilà, par son charisme? Je demande à voir, mais je suis trop content parce que Dune a cartonné partout dans le monde, ça a été une réussite totale, évidemment nous allons avoir une suite, voilà, alléluia, il nous fallait ça, putain, c'est une nouvelle saga incroyable. J'ai pas eu le temps d'aller voir en IMAX, parce qu'il est resté qu'une semaine, après il y avait James Bond qui sortait, donc à Paris, toutes les salles IMAX projetaient James Bond, et je suis trop déçu parce que j'ai pas eu le temps. L'IMAX, c'est, vous avez un écran encore plus gigantesque, vous voyez encore plus d'images que ce que vous avez vu, et c'est tellement un film qui travaille sur le gigantisme des vaisseaux, des vers, des monstres et tout ça, des décors, que voilà, ça aurait été assez exceptionnel, voilà. Donc oui, non, je trouve le film formidable, très bien adapté. Dernier petit détail, moi, qui m'ont aussi un petit peu gêné, je trouve que on ressent pas forcément trop le côté chaleur écrasante de la planète. Si tu restes 2 heures au soleil, t'es mort. Je trouve qu'on ressent pas trop ça, et je trouve que le traitement des Fremen a pas été montré de manière assez intéressante, parce que les Fremen, c'est les personnes qui vivent dans le désert, où la ressource la plus sacrée, c'est l'eau. Et par exemple, à la fin, il y a un mort, et Paul pleure pour ce mort, et dans le bouquin, les Fremen se mettent à genoux, parce que c'est pour ça incroyable que cet homme donne de l'eau en pleurant à un mort. Quelque part, il la gâche pour lui, donc c'est un des plus grands sacrifices que tu peux faire. Voilà, c'est dommage. Et puis, il y a une scène où Stilgar, il arrive en crachant sur le bureau, et ils en font un truc un peu marrant. Alors que non, il crache sur le bureau parce que, je dis, l'eau, c'est la ressource la plus précieuse, et c'est une marque d'honneur absolument incroyable. Et donc, il peut y avoir ce première réaction un peu en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il vient de faire? Ça aurait été mieux qu'il y ait une explication qui te dise très clairement, non mais attendez, l'eau, ça a cette importance-là sur cette planète, alors que là, je trouve que la scène prend un peu ça à la rigolade. C'est dommage parce que l'eau c'est un vrai enjeu dans Dune, voilà, surtout pour la suite. Donc voilà, bah écoutez, Dune, oui, meilleur film de cette année. J'avoue que quand je regardais le film, c'était très compliqué. Dans un coin de ma tête, je me disais, essaye de te poser la question, est-ce que c'est une bonne adaptation? Et dans un autre coin de ma tête, j'essayais de me dire, essaye de te mettre dans l'état d'esprit, comme si c'était la première fois que tu découvrais ce film, comme si tu étais un spectateur lambda, et à quel moment on te donne telle information, voilà. Donc tout ça me parasitait un peu. Du coup, j'aurais bien aimé pouvoir le revoir une deuxième fois. C'est un film qui va marquer son époque, tout simplement. Ça va être un gros pilier dans l'histoire du cinéma Dune pour les 100 ans à venir.
tout simplement. Les amis, j'espère que ça vous a plu ce top. Évidemment, on se retrouve très rapidement pour le flop de l'année, le flop 2021. Croyez-moi, cette année, il y a eu des merdes, mais à ne plus savoir quoi en faire. J'ai très hâte de pouvoir en parler avec vous. J'espère que ce top vous a plu. Et on se retrouve évidemment de toute façon l'année prochaine pour le top film de l'année 2022. Des gros bisous à vous. Et puis j'espère que tout va bien. En tout cas, bravo à tous, vous avez survécu à cette année 2021. Et ça, c'était pas gagné. Je suis fier de vous. À très vite.